À question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Naguère, jadis, autrefois, quand nos parents ou grands-parents achetaient un électroménager ou une voiture, ils le faisaient après avoir économisé et avec l'idée que le bien de consommation allait durer. Je ne sais même pas du reste s'ils parlaient de bien de consommation ou tout simplement d'un objet dont on a besoin. Aujourd'hui, le crédit aidant, on achète de plus en plus de biens, ce qui alimente la machine de production et plus largement l'économie. Mais alors, dès lors que tout le monde a tout ce dont il a besoin, comment continuer à faire tourner cette sacrée économie? La réponse, elle est bien simple. L'obsolescence programmée, autrement dit, on diminue la durée de vie des biens de consommation pour que le bénéficiaire en achète d'autres plus rapidement. Simon-Pierre Savoie-Tremblay, chroniqueur, a écrit dans son blog du Journal de Montréal un texte intitulé « L'obsolescence programmée est un système ». Autrement dit, ce n'est pas juste une initiative de certains fabricants, c'est devenu systémique même, plus que systématique. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour. Et donc, vous êtes un fervent critique du capitalisme, je le sens, et là aussi, c'est un nouveau chapitre de votre critique. Écoutez, l'obsolescence programmée, ce n'est pas un phénomène récent, contrairement à ce qu'on pense. On a l'impression que c'est lié à l'invention des cellulaires intelligents, des téléphones intelligents qui nous semblent être programmés pour planter à chaque année ou pour nous exploser dans les poches. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a toute une industrie d'ailleurs de l'assurance qui est avec. Là, on va vous dire... L'assurance poche? Ben écoutez, on va vous dire... Vous êtes idiots des fois. Pas toujours, mais quelquefois ça m'arrive. Oui, continuons. Vous m'avez déstabilisé. Une autre fois, c'est réussi. Alors ça, c'était l'obsolescence programmée de cette chronique. On est en 1925. Oui, mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas une invention récente des téléphones intelligents, ce à quoi on identifie, ou aux ordinateurs, parce que là, on va vous vendre toutes sortes d'assurances. On va vous dire, par exemple, payez pour tel programme. Voilà. Vos données seront sauvegardées si votre cellulaire plante. Autrement dit, tous vos contacts, vos textos, toutes les applications que vous avez, vos données vont être sauvegardées en quelque part si vous payez telle assurance. Puis après, outre cela, c'est les assurances. Si votre cellulaire plante, on vous le remplace gratuitement avant la fin de l'année, ce genre de choses-là. On veut vous protéger contre ce qu'on fait nous. Exactement. En un sens, si je... À condition que vous sortiez l'argent qui vient avec. Évidemment, c'est toujours une question de gros sous, oui. À vos risques et périls. Mais ça ne vient pas de ce moment-là. Je parle de 1925. Alors, écoutez, il faut d'abord peut-être remettre en contexte. Au début du 20e siècle et à la fin du 19e siècle, c'était la fin de la révolution industrielle. Donc, c'est le moment où il y a une multiplication absolue des usines. On parle de capitalisme industriel parce que ce sont les usines maintenant qui vont déterminer ce qu'est cette nouvelle économie à l'époque. C'est aussi une forme de petite mondialisation parce que le commerce international connaissait une hausse phénoménale, même si, malgré l'extension du commerce international, il y avait néanmoins beaucoup de protectionnisme. Mais ça ne sera pas mentionné par ceux qui aiment nous rappeler que le libre-échange est le seul avenir potentiel pour le monde. Et vous n'en faites pas partie, je pense. Tout à fait. Et à cette époque, en fait, ce que ça nous montre d'ailleurs, c'est que commerce et libre-échange ne sont pas synonyme. Mais bon, ça, c'est fin de la partie. Il y a un recoupement, mais c'est pas un synonyme, évidemment. Exactement. Oui. Ce n'est qu'un modèle. Le libre-échange n'est qu'un modèle de commerce. Voilà. Alors, il faut savoir donc qu'à ce moment-là aussi, on se souvient du nouveau modèle du travail qui est développé dans ces années-là, c'est le Tayloro-Fordisme, c'est-à-dire division du travail sur deux fronts, division à la fois de ceux qui planifient et de ceux qui exécutent les tâches. Et ceux qui exécutent, il y a l'ouvrier pour les boulons carrés, l'ouvrier pour les boulons triangulaires, l'ouvrier pour ci, l'ouvrier pour ça. L'autre division, c'est ça. Dans ceux qui exécutent les tâches, il y a division en tâches répétitives. C'est ce que Charlie Chaplin avait montré de manière dans les temps modernes, dans les temps modernes. Mais alors, Simon-Pierre Et puis dans tout ça, et c'est aussi la naissance du capitalisme de consommation. Et c'est là, j'imagine, que vous oui, parce que tous vos ouvriers, tous ces gens-là, surproduisent forcément. On surproduit, il faut surconsommer forcément pour absorber les biens. Tout d'abord, la consommation, qu'est-ce que c'est? La consommation, d'un point de vue sociologique, c'est, du point de vue de la sociologie économique du moins, c'est la part de vos dépenses qui ne sont pas consacrées aux dépenses de subsistance. Essentiel, donc. Donc, une fois que votre loyer est vêtements... payé, que votre épicerie est faite et que vous êtes habillé et que vous êtes lavé, là, c'est la question, le reste de vos dépenses. Est-ce que ça sert à acheter un disque des Beatles ou plutôt pour vous économiser pour aller dans le sud ou vous allez au cinéma ou vous allez faire du ski? Qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Simon-Pierre, un savon à la lavande. Oui. C'est essentiel que je me lave, mais c'est pas essentiel que ce soit à la lavande. Un savon à la lavande est-il un bien de consommation ou un bien de luxe? En fait, ou un bien de nécessité ou un bien de consommation. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça la distinction. Voilà. J'aurais tendance à vous dire que ça entre entre les deux. Il faudrait voir la différence, peut-être de coût, de prix,
entre la partie consommation et la partie subsistance. La semaine prochaine, je vous apporte mon savon de lavande. Vous allez pouvoir déterminer si c'est un bien de consommation. Donc, on fait quelque prochaine chronique sur le savon à la lavande de Jean-Philippe Trottier, chef d'antenne à Radio VM. Exactement. Je sais pas si on va en avoir pour 20 minutes. Mais j'apporterai d'autres savons, ne vous inquiétez pas. Alors, voilà. Continuons. Alors, c'est cette période où est inventée aussi, en 1925, l'obsolescence programmée. C'est vraiment daté, hein? J'avais dit 25 comme ça. C'est-à-dire que certains, c'est contesté parce que certains vont nommer la Chevrolet 1923 comme exemple aussi. Comme voiture inutile. C'est une inutile. espèce de carrossage, mais qui cachait une technologie qui était vieille, en réalité, vieille d'une dizaine d'années. Déjà. Oui. Mais l'exemple de 1925 est particulièrement intéressant. Vous savez, une ampoule est normalement faite pour durer une vie entière. Vraiment? Écoutez, il y a actuellement, en Californie, dans l'usine de Livermore, une ampoule qui date de 1901. Qui brille encore. C'est une caserne de pompiers, non? Une caserne de pompiers. Voilà, oui. Alors ça, c'est l'ampoule la plus vieille au monde, selon ce qu'on Mais en le sait. tungstène qui est là-dedans, ça s'use pas, ça brûle pas, ça finit pas, je veux dire... Écoutez, elle est encore fonctionnelle. Elle est encore fonctionnelle. Donc, elle n'a pas été conçue en fonction de l'obsolescence programmée. Elle peut durer encore pas un du siècle. Tout. Mais c'est justement sur les ampoules, selon ce qu'on en sait, que l'obsolescence programmée a d'abord été inventée. C'est que là, on fait appel à toute la créativité. On fait appel à toute l'innovation. On fait appel à l'esprit des scientifiques pour qu'ils pratiquent un véritable sabotage. Il faut que la sauce soit gâchée au bout de 2, 3, 4, 5, Alors on leur 10 ans. dit, soyez créatifs, ne pensez pas la chose la plus durable possible, mais pensez plutôt celle qui va expirer le plus rapidement possible. C'est extraordinaire, ça. C'est quand même particulier. Vous savez qu'en latin, obsolescence, je fais mon petit travail de latiniste, d'étymologiste ou d'étymologue, j'oublie que je ne sais pas comment on dit. Obsolescence, c'est le participe présent de obsolescere, qui veut dire tomber en désuétude et qui se défait en ob, hors de, et solere, qui veut dire avoir coutume. Hein? Et donc, c'est ce qui tombe en désuétude, littéralement, l'obsolescence. Et d'ailleurs, insolence et obsolescence ont la même racine, d'ailleurs. Hein? Oui. Ça doit vous faire plaisir, ça. Obsolescence, insolence, ça va tout à fait dans votre propos. Et donc, les ampoules pouvaient durer longtemps. Et on pourrait avoir... Est-ce qu'on peut imaginer des machines à laver, des frigidaires, des tanks à eau chaude, comme on dit, des réservoirs d'eau chaude? Les frigidaires sont pensés pour durer 7 ans, les machines à laver quelques années aussi. Le réservoir d'eau chaude, c'est 7 ans réglementairement. Le mien, je l'ai fait remplacer, mais il avait déjà 20 et quelques années. Il commençait vraiment à suer d'une petite mais je vous dirais liquide souvent que ce sont les plus vieilles machines qui vont durer les plus longtemps, quand ce n'était pas une pratique répandue. Alors justement, c'est pour ça que le marché des biens usagés a un avenir devant lui, parce que c'est là, justement, alors, bon, j'ai un nouveau réservoir d'eau chaude chez moi, donc il devrait durer, comme vous dites, 7 ans, mais mon four aussi a été remplacé, c'est une sorte de gros dinosaure électrique qui a été remplacé par un autre dinosaure électrique, et je vais mourir dans mon four, enfin pas dans mon four, mais avec mon four. Je suis programmé pour mourir avec mon four, parce que le four, il en a encore pour 40 ans. Ben, je vous le souhaite. De mourir dans... Je souhaite que votre four dure le plus longtemps possible. Ben, tout à fait. Mais c'est justement ça. Souvent, c'est ça, ces vieilles machines-là, ces vieilles technologies-là, qui sont les plus durables, plutôt que celles qui sont récentes. Souvent, on va dire, je vais remplacer pour quelque chose de plus récent, ça va durer plus longtemps. Oui. Erreur. Oui, ce qui est nouveau n'est pas forcément ce qui est plus durable, et c'est pas forcément ce qui est le plus performant non plus. Vous avez des tas de gadgets. J'ai un ami qui a acheté un four avec double minuterie et double tout ce que vous voudrez. Il y a même une fonction Shabbat pour les Juifs qui ne peuvent pas allumer le four le samedi. C'est programmé d'avance. Alors, ça fait des mécaniques absolument gigantesques et bien compliquées. Et quand le four tombe en panne, on ne peut pas prendre un tournevis et taper dedans. Il faut vraiment renvoyer le four entier au fabricant qui va vous dire le four est foutu, on vous donne un nouveau four. Ou bien vous payez à peu près le prix d'un nouveau four pour le remplacer, pour le réparer. Ça peut être ça aussi comme option. Oui, évidemment. Ou sinon, on devient crudivore. Oui, ou vous prenez une garantie pour 1000 ans pour être certain que ça fonctionne. Il y a toujours une solution gagnante pour le fabricant. Comme quoi, on n'est jamais perdant, n'est-ce pas? Il faut dire que le fabricant est un consommateur. Eux sont jamais perdants. Oui, mais c'est aussi des consommateurs, les fabricants. Oui, bien sûr. Donc, au moins, le consommateur Bon, mais prenons un peu de hauteur, si vous voulez, parce que cette émission se veut philosophique, religieuse, anthropologique et tout ça. On n'en avait pas. Comment? On n'avait pas de hauteur, là. Oui, il y en avait, mais on va en prendre davantage, si vous voulez. On est déjà au 80e étage, on va passer au 100e, si vous voulez. Pas se planter. Et
Bon, la machine économique doit tourner, je le disais en introduction. Si tout le monde avait un four qui marchait jusqu'à la mort du consommateur ou des membres de la famille qui s'en servent, si la voiture marchait encore 50 ans, si le réservoir d'eau chaude, si mon fer à repasser, si mes chaussures, que sais-je, il n'y aurait plus nécessité d'avoir des usines et de production de quoi que ce soit. On aurait atteint chacun une vitesse de croisière de consommation, sage si vous voulez, et puis ce serait la fin de l'économie. Il faut quand même que la machine tourne. Oui, donc là, vous me dites... Écoutez, si mes chaussures sont programmées pour se dessemeler dans 3 ans, si mon four doit tomber en panne dans 5 ans, si ma voiture tombe dans 10 ans, ça veut dire qu'il y aura d'autres voitures, d'autres machines, d'autres chaussures qui vont être produites pour remplacer ce qui est tombé en panne ou ce qui est mort, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais si tout dure 50 ans, voire plus... pourquoi avoir des usines à chaussures, des usines à four, des usines à fer à repasser? C'est justement la logique derrière tout ça. D'abord, attention. Il y a des nouvelles personnes qui sont au monde qui vont en avoir besoin aussi. Là. Oui, mais ça n'avait pas auparavant. D'accord, oui. Mais avec la dénatalité... Oui, mais il y a quand même des générations qui cohabitent. Là. Oui. Une ne remplace pas... vous n'avez pas donné un four à chaque enfant. Non, dans la famille. Pas donner un four à chaque enfant, mais les enfants, ça vieillit puis ça grandit à un moment donné aussi. Oui. Mais justement, c'est intéressant que vous donniez cet exemple-là, parce que ce que ça nous indique, au final, c'est que dans ces cycles-là, ce que ça nous indique, c'est que la croissance, ce qu'on appelle la croissance économique, c'est pas un indicateur neutre, contrairement à ce qu'on nous dit. C'est un indicateur comment? C'est pas un indicateur neutre. Regardez ce genre de pratique-là. C'est un indicateur qui, en soi, est idéologique et qui, en soi, prend en compte seulement la croissance des profits des entreprises. Mais je veux bien... Ce n'est pas une réelle croissance humaine à Attendez, laquelle nous assistons là. Comment pouvez-vous séparer croissance humaine et croissance économique? Écoutez, parce qu'il est clair, on en a parlé il y a quelques émissions. J'ai oublié. Par exemple, du PIB qui est censé calculer la croissance et qui est un indicateur qui nous fausse. Qui est un indicateur. Alors, écoutez, mettez qui ne le prend en PIB... compte que ce qui est marchand. Je vais vous dire, par exemple le PIB, je vais vous donner un exemple, par exemple, puis pour faire un lien aussi avec la question de l'obsolescence programmée, on est à l'ère de la délocalisation des centres de production. Ouais. Okay? Il y a une spécialisation, notamment en Inde et au Bangladesh, dans les pays comme ça, dans les pays pauvres de certaines régions, dans, justement, les produits chimiques issus de ces gadgets de l'obsolescence programmée. Les cargos, les paquebots aussi. Sont les cellulaires. Ouais. Alors là, vous avez des patrons là-bas, des industries qui se spécialisent dans le traitement des déchets chimiques, des déchets électroniques, qui sont souvent extrêmement toxiques. Donc, en soi, étant donné qu'il y a création d'une activité marchande en la matière, c'est une hausse du PIB. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état de santé des travailleurs qui vont manipuler ça? Qu'est-ce que ça nous dit sur les nappes phréatiques qui vont être touchées par ces déchets électroniques-là? On peut très bien ménager la chèvre et le chou et leur envoyer les téléphones et les anciens cargos et encourager une réglementation, envoyer des environnementalistes qui vont dire attention, il y a ci, il y a ça. Attention, d'abord, si vous faites ça, vous faites baisser le PIB. Donc, c'est en soi... ça nuit en soi à la croissance. Ah, c'est mon argument. Ça nuit en soi à la croissance si vous faites ça. Oui. C'est pour ça que je vous dis que la croissance n'est pas une espèce de concept qui flotte en l'air et qui est neutre et objectif. Alors, je veux bien, mais alors c'est une définition hautement marchande de la chose. Revenons au four et au fer à repasser, Simon-Pierre. Oui. Si on dit halte à l'obsolescence programmée, d'ailleurs, je pense que c'est un délit dans certains pays maintenant. Mais je peux même vous dire, si vous me permettez de terminer simplement l'exemple des déchets, au-delà même de la seule question humaine des risques pour la santé, pour l'environnement, il y a des coûts liés à ça aussi. Si on veut rester dans la logique de l'argent, il y a des coûts, mais ce sont des coûts qui sont cachés, qui ne sont pas pris en compte. Par exemple, les travailleurs dont la santé peut être mise en danger, qui vont traiter de ces déchets-là. Comment peut-on calculer véritablement les effets? Comment peut-on les comptabiliser? Alors qu'il n'y a pas vraiment de système de santé digne de ce nom qui permet de les comptabiliser. Alors, remonter jusqu'à l'Égypte ancienne, alors les coûts pour les agriculteurs, les coûts pour les maçons, les coûts pour les ouvriers, les coûts pour les coûts pour les marins, il y a toujours un coût. Oui, il y a toujours un coût, mais bonne chance pour les évaluer. Même chose pour les nappes phréatiques, à moins de payer et de dire maintenant nous payons pour leur décontamination. Ouais. C'est pas évident à comptabiliser. Alors écoutez, alors l'obsolescence programmée, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous préconisez, Simon-Pierre?
Une révolution anthropologique ou une révolution économique? Serait-il si mal que nous ayons des technologies durables? Écoutez, il me semble que... C'est parce que ce qui est intéressant avec ça, je veux bien que l'idéal de la croissance sans fin, ça fasse l'affaire de certains, de certains centres de production. Mais la croissance infinie, parce que c'est ça la logique. On parle de croître. On ne parle pas de simplement être rentable, on parle de croître. Donc, de toujours avoir plus de profit. Croissance infinie dans un monde fini. Il y a une faute métaphysique, là. Exactement. Croissance infinie dans un monde fini. C'est ça qui est particulier. On parle non pas de rentabilité. On parle même pas d'un certain profit. On parle de suraccumulation. Ici. C'est ce qui est recherché. Croissance dit croître. Bon, alors, mais on met la hache là-dedans. Vous êtes le chef suprême de l'économie mondiale. Et comment... Allez, si vous mettez la hache là-dedans, ça va être la crise économique pour tout le monde. Le chômage, plus de production, plus rien. Ça va être encore pire qu'avant. Ça va être encore pire. Un instant. Pensez-vous que le présent système ne nous mène pas directement à la crise économique? D'une façon ou d'une autre, on est mal parti. Ben voilà. Alors, je vous dis, c'est certain que là vous y allez avec un argument de peur qui est « c'est un saut dans l'inconnu ». Je veux bien que ce soit un saut dans l'inconnu et que le présent système soit confortable d'une certaine façon, parce qu'il procure pour le consommateur une impression de liberté en disant il achète ce qu'il veut. La consommation, on le dit, c'est ça, c'est ces dépenses-là qui ne sont pas dans les dépenses obligatoires où on a l'impression de liberté. Oui. Attention à la liberté, parce que quand on regarde les gadgets que sont les ordinateurs et les téléphones intelligents, ils ont réussi ce qu'aucun régime totalitaire n'a fait en termes de surveillance de l'individu et d'enregistrement de ses faits et gestes. Ce sont des laisses électroniques, on dit. Revenons à ma question. Arrêtez tout cela. Les usines ferment. Attention, là. Je veux pas mettre personne au chômage. Je veux pas Alors, on fait quoi? Vous arrêtez l'obsolescence programmée, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Qu'est-ce qu'on remplace ça par quoi? Peut-on envisager des technologies durables? Je veux bien, mais c'est le même problème. Si mon four dure 50 ans, j'ai plus besoin d'avoir d'autres fours, donc la production de fours va baisser. Même s'il y a d'autres enfants qui vont naître plus tard. La production de fours va baisser? Ben oui. Mais vous dites... Mais de chaussettes, enfin, d'autres plein de trucs. OK, mais écoutez, vous pouvez à la rigueur, le vendre plus cher. Ah! À la rigueur, là. À la rigueur. Et en acheter un autre. C'est-à-dire que plusieurs choses que je ne suis pas certain qu'on peut expliquer immédiatement avec le temps qui nous reste, mais la valeur d'une chose, la valeur d'un objet. Oui. Puis ça, c'était la critique même de base de Marx du capitalisme. C'était qu'est-ce que la valeur? Il nous disait, dans ce cas-là, c'est la valeur d'usage. À ne pas confondre avec la valeur d'échange. Exact. Aussi. Alors, la valeur, c'est le temps de travail qui est mis. Oui. À l'époque, nous disait-on. Mais est-ce véritablement toujours le cas? Avez-vous lu la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin? Je vous déstabilise un petit peu au XIIIe siècle. Ça commence à être loin. Je l'ai étudié en sciences politiques. Il parle beaucoup de la valeur lui, il parle de la valeur des melons, puis il doit parler aussi de la valeur de certains instruments, certainement. Il y a une valeur réelle, donc c'est-à-dire indexée sur une transcendance. Est-ce qu'on devrait revenir à certains invariants qui pourraient fixer la valeur d'un objet pour que l'économie ne s'emballe pas n'importe comment et dans son abstraction? Il faudrait redevenir concret? Écoutez, c'est certain que c'est un immense coup de barre. Hein? Oui, évidemment, oui. C'est un changement, c'est une reconversion majeure de nos économies. C'est une petite révolution dans le système économique complète. Effectivement. Une révolution non violente, bien entendu, je précise. Je précise. Il n'est pas question ici d'imiter les pratiques des régimes totalitaires qui se sont voulus anticapitalistes et qui même souvent ont appliqué les formules capitalistes parce que c'était la même centralisation par l'État qu'il y avait dans la grande entreprise. Est-ce qu'il faudrait même planification. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt avoir une révolution anthropologique, voire religieuse? C'est-à-dire que l'homme n'est pas un producteur ou un consommateur avant tout, c'est un enfant, pour un chrétien, un enfant de Dieu, qui est là, il prie et il travaille. Ora et labora, la formule de saint Benoît de Nursie. Est-ce qu'on devrait retrouver une unité de l'être humain qui, évidemment, il doit consommer pour vivre, mais il ne vit pas pour consommer? Ben, écoutez, pour ceux qui... Ça, c'est l'homo economicus à laquelle on cherche à être réduit. Voilà. À laquelle on cherche à nous réduire, pardon. Et qui mène vers cette impasse que vous décrivez. Exactement. Sauf que pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans Dieu, parce que la croyance et la foi est une chose éminemment personnelle, et pour ceux qui ne s'y reconnaissent pas, on peut aussi se concevoir comme membre d'une société, membre d'une nation, comme quelqu'un à qui on transmet un héritage. Oui. Membre même du genre humain, si ça vous dit.
Autrement dit, ne pas voir simplement l'individu comme étant une espèce de tout qui serait déraciné de tout le reste, qui flotterait au-dessus de tout ça. Donc, il faut revenir vers un réenracinement d'une façon ou d'une autre. Et c'est d'ailleurs pour faire le lien avec notre chronique de la semaine dernière qui portait sur l'œuvre de Jean-Claude Michéa. Oui. Il y a un lien à faire avec ça, parce que la critique dominante qu'on entend du capitalisme, c'est celle que le capitalisme serait un système foncièrement conservateur. Or, c'est tout le contraire. Il se nourrit, c'est un parasite. C'est une révolution culturelle permanente. Oui, pour pouvoir durer. Effectivement, exactement. Qui a besoin de toujours remettre en question les repères du moment. C'est inquiétant tout ce que vous nous racontez, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Et écoutez, si vous vouliez que je mette des gants blancs avec mes chroniques, il fallait le dire d'avance, si vous vouliez que je fasse ça. Une nouvelle dépense, des gants blancs pour vous la semaine prochaine. Alors parfait, j'arriverai mes gants blancs la semaine prochaine. Avec obsolescence programmée, qui dureront un mois chacun. Mais je vous promets que mes gants blancs ne m'empêcheront pas de mettre les gants de boxe pour autant. Vous me faites peur, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Merci beaucoup. On peut consulter votre blog sur le Journal de Montréal. Cette fois-ci, on parlait de l'obsolescence programmée. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, L'Arrivée, film de Denis Villeneuve. Et qu'est-ce qu'un cabinet de curiosités, l'ancêtre des musées et des encyclopédies. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis à demain. Je vous remercie de votre fidélité et vous suggère fortement de rester à l'antenne de Radio-VM.